Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jeungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Il existe, dans la vie de chacun, un moment étrange, presque imperceptible, où l'on se surprend à se demander pourquoi la société craint tant la solitude et pourquoi le célibat, pourtant si naturel, semble toujours chargé de suspicion. Peut-être avez-vous déjà senti cela, une fatigue intérieure face aux compromis répétés, une intuition silencieuse qui vous murmure que votre paix vaut plus que n'importe quelle présence, ou ce léger vertige lorsqu'on réalise que certaines relations nous éloignent, non pas du monde, mais de nous-mêmes. Jung comprenait profondément ces mouvements souterrains de l'âme, ces périodes où l'on se retire non par peur, mais par vérité, où l'on cesse de chercher dans l'autre ce que l'on n'a jamais osé rencontrer en soi. Et si rester célibataire n'était pas un manque, mais une forme d'éveil, une lucidité presque spirituelle que seuls les êtres en cheminement intérieur peuvent accueillir sans trembler. C'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi rester célibataire est, selon Jung, le choix le plus lucide des êtres véritablement éveillés. Aujourd'hui, je vous invite à explorer cette question avec douceur, profondeur et une honnêteté rare. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Si votre cœur est prêt à entendre cela, restez avec moi et entrons ensemble dans le véritable sens du célibat éveillé. Le célibat, non une absence, mais une conquête. Il y a des instants où l'on se surprend à respirer autrement, comme si quelque chose en nous venait de se déposer, avait une clarté nouvelle. Avec le temps, j'ai compris que la solitude n'est pas un manque, c'est une terre intérieure, un espace qui se gagne, pas qui se subit. La société nous répète que le couple est la norme, que le solitaire est à réparer. Mais c'est une histoire qu'on nous a vendue, pas une vérité vécue. Carl Jung disait « La solitude ne vient pas du fait qu'on est seul, mais du fait qu'on ne peut pas communiquer ce qui nous semble important. » Et cette phrase, après 60 ans, devient un miroir. Un jour, en marchant près de l'eau, j'ai senti une paix que je n'avais jamais trouvée à deux. Une paix sans décor, sans promesse. Le célibat n'est pas un vide. C'est un retour vers soi. Et dans ce retour, quelque chose s'éclaire doucement. Et lorsque cette clarté intérieure s'installe, on commence à voir, avec une lucidité nouvelle, les illusions que la société entretient autour de l'amour, la pression sociale et ses illusions. Il arrive un âge où l'on commence à voir derrière les apparences, où l'on comprend que la société ne célèbre pas l'amour. Elle célèbre l'obéissance aux normes. Depuis toujours, on nous répète que le couple est la preuve d'une vie réussie. Alors le célibat devient un défaut, une menace douce pour l'ordre social. Pourtant, rien de tout cela n'a quelque chose de sacré. C'est un récit, pas une vérité. Carl Jung rappelait, ce qui est vécu comme une norme n'est pas toujours une vérité. Et avec les années, cette phrase devient un révélateur. On voit bien que beaucoup restent à deux, non par amour, mais par peur. Peur du silence, peur du miroir intérieur, peur d'être vu sans rôle ni fonction. Refuser ce jeu, c'est devenir imprévisible pour le collectif. Un jour, un ami m'a dit « Tu ne fuis rien, tu reviens à toi. » Et tout en moi a reconnu cette vérité. C'est là que commence le véritable réveil. Et quand ce voile tombe, quelque chose en nous se tourne vers un espace plus intime, plus déroutant, ce fameux vide intérieur que l'on redoute tant. Le vide intérieur, non un manque, mais un espace sacré. Il y a des soirs où l'on sent quelque chose s'ouvrir en soi, doucement, comme une fissure qui laisserait enfin entrer l'air. Pendant des années, j'ai cru que le vide était une menace, une absence à remplir coûte que coûte. Puis j'ai compris qu'il était un seuil.
On ne cherche plus un amour pour combler, pour apaiser, pour se rassurer. On cesse de demander à l'autre d'être un pansement sur nos vieilles blessures. On regarde en dedans. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et avec l'âge, ces mots deviennent une expérience plus qu'une idée. Un soir, assis seul face au ciel, j'ai senti une paix inattendue, comme si le vide respirait avec moi. Aucune euphorie, aucune révélation, juste une présence. Le vide sacré n'enlève rien. Il prépare, et depuis cet espace-là, l'amour cesse d'être un refuge pour devenir un choix véritable. Si ce passage a résonné en vous, dites-moi, quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que votre vide n'était pas un manque, mais une ouverture? J'aimerais lire votre expérience. Et c'est précisément depuis ce vide sacré que l'on comprend mieux encore ce que Jung appelait nos jeux de projection dans l'amour. La projection amoureuse selon Jung. Vous savez, on ne tombe pas amoureux de l'autre. On tombe amoureux de ce que l'on projette en lui. Nos manques, nos idéaux, nos blessures. Jung disait que nous déposons notre anima, notre animus jusqu'à transformer l'autre en refuge imaginaire. Tout paraît magique jusqu'au jour où la projection s'effondre. Et là, l'amour devient réel ou disparaît. Après 60 ans, je vois combien de fois j'ai aimé une image plutôt qu'une personne. Une femme jadis m'a offert cette révélation. Je n'aimais pas vraiment qui elle était, mais ce qu'elle me permettait d'oublier. Reconnaître nos projections, ce n'est pas perdre l'amour, c'est lui rendre sa vraie place. Et lorsqu'on voit enfin nos projections, une autre vérité se révèle. La solitude devient un véritable terrain de transformation. La solitude comme laboratoire de transformation. Il arrive un moment où l'on découvre qu'il existe une solitude qui ne blesse pas. Une solitude habitée, choisie, presque fondatrice. Comme un atelier intérieur où quelque chose en nous se transforme en silence. Le célibat conscient devient alors cet espace où l'on cesse de courir pour exister et où l'on apprend enfin à se rencontrer soi-même. Jung disait, la rencontre avec soi-même est la plus redoutable de toutes. Et c'est dans la solitude que cette rencontre trouve son terrain. Un hiver, je suis resté seul plusieurs semaines. Je pensais y trouver un manque. J'y ai trouvé une paix profonde. La solitude consciente ne retire rien. Elle révèle. La solitude vous a-t-elle déjà transformé, même légèrement? Si oui, écrivez-le en quelques mots. Votre vérité pourrait devenir un phare pour quelqu'un d'autre. Et cette transformation personnelle nous relie, sans même le vouloir, à toute une lignée d'êtres qui ont choisi la solitude comme auteur intérieur, figures historiques et philosophiques de la solitude. Vous savez, la solitude dont je parle n'a rien d'un isolement. C'est une altitude, un lieu où seuls quelques êtres savent encore respirer. Dans l'histoire, ceux qui portaient un feu intérieur, Diogène, Tesla, Thoreau, ont tous choisi des périodes de retrait, non par incapacité à aimer, mais pour protéger une vision naissante. Jung disait, la solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais du fait d'être entouré de gens qui ne peuvent pas comprendre. Avec l'âge, on mesure la vérité de ces mots. Je me souviens d'un ami qui m'a dit un jour, tu n'es pas fait pour les foules, mais pour les sommets. La solitude, parfois, est simplement une hauteur. Et depuis cette altitude d'intérieur, une autre vérité apparaît. Même l'amour le plus doux porte un coup que les êtres en chemin ne peuvent plus ignorer. La souveraineté émotionnelle. Les relations ont un coût. Il arrive un moment où l'on comprend que même l'amour le plus tendre a un prix invisible, payé en énergie, en présence, en disponibilité intérieure. Et pour certains êtres, en chemin profond, ce coup devient trop lourd, non par manque d'amour, mais parce qu'ils sentent qu'aucune relation pourrait les détourner d'eux-mêmes. Jung disait, le privilège de la vie
c'est de devenir celui que l'on est vraiment. Et parfois, rester avec quelqu'un, même de bienveillant, revient à s'éloigner de cette tâche sacrée. Je me souviens d'une relation douce, mais où mon centre se refermait. Partir n'était pas un rejet, c'était un respect de soi. La souveraineté émotionnelle n'éteint pas l'amour, elle le clarifie. Et lorsque l'on assume ce coup avec lucidité, on découvre une dimension plus exigeante encore, la solitude comme miroir de notre propre responsabilité. La solitude comme responsabilité radicale. Il y a des instants où l'on découvre que la solitude n'est pas un refuge, mais un miroir. Être seul, c'est n'avoir personne à blâmer. Et cette idée ouvre un vertige discret. Dans cet espace dépouillé, plus d'excuses, plus de rôle. On se retrouve face à soi-même, sans décor, sans récit, pour adoucir la vérité. Sartre parlait d'une responsabilité totale et Camus voyait dans la solitude le lieu où l'homme se rejoint enfin. À mon âge, je comprends profondément cela. Un matin, devant une tasse de café, j'ai simplement pensé, si je veux que quelque chose change, c'est à moi de bouger. La solitude n'est pas un poids, c'est un seuil intérieur. Et c'est justement dans ce miroir nu que naît une clarté rare, une lucidité qui ne peut éclore qu'en silence. La lucidité stratégique, vous savez, elle existe une clarté qui ne naît qu'en silence, une lucidité fragile qui ne supporte ni le bruit ni les attentes du monde. La solitude choisie devient alors un écrin. Elle protège ce feu intérieur que les interactions dispersent trop facilement. Carl Jung disait « La vision ne devient claire que lorsque l'on regarde dans son cœur. » Et pour regarder dans son cœur, il faut parfois s'éloigner. À mon âge, je sens immédiatement ce qui trouble ma vision. Les relations agitées, les conversations qui détournent. À l'inverse, un simple retrait suffit à tout réordonner. La lucidité stratégique n'isole pas, elle éclaire. Et vous, qu'est-ce qui trouble aujourd'hui votre clarté intérieure et qu'est-ce qui, au contraire, l'éclaire? Je serais heureux de lire votre discernement. Et c'est justement lorsque cette clarté intérieure s'installe que l'on peut enfin reconnaître sans détour ce que le célibat éveillé nous fait perdre et tout ce qu'il nous offre en retour. Le célibat éveillé, perte réelle, gain immense. Vous savez, il faut du temps pour reconnaître que le célibat, même choisi, comporte des pertes réelles. On perd une chaleur quotidienne, une présence familière, ce geste simple d'un café partagé qui apaise le cœur. Oui, il y a un manque humain, intime, sincère, mais ce que l'on gagne est immense. Un retour à soi, une énergie indivise, une identité non négociée. Dans la solitude, une voix intérieure se stabilise, libérée des relations mal alignées. À plus de 60 ans, on saisit que certaines pertes ouvrent un espace précieux, presque introuvable ailleurs. Et cet espace nous conduit naturellement à la complétude intérieure. La complétude intérieure, là où tout bascule. Il arrive un moment dans la vie où quelque chose se déplace en nous, presque imperceptiblement. Un instant où l'on comprend que, finalement, rien ne manque. Ce changement ne vient pas d'un exploit, mais des années de silence, de perte, de soirées où l'on pensait être vide, alors que ce vide se remplissait déjà de nous-mêmes. La complétude n'est plus une quête, mais une lumière qui rayonne. On n'attend plus d'être choisi, on aime parce qu'on déborde. À 60 ans, cette paix s'inscrit dans le corps, dans la respiration. Et de cette paix intérieure surgit une vérité plus discrète, la solitude des éveillés. Pourquoi les éveillés finissent souvent seuls? Il existe une solitude qui n'a rien de triste, une solitude choisie, presque sacrée. Les êtres éveillés ne restent pas seuls par incapacité à aimer, mais parce qu'ils vivent dans une vérité trop exigeante. Ils ne jouent pas du plus de rôle, n'attendent rien, n'entrent dans aucune négociation affective. Cette autonomie trouble.
Beaucoup ne savent pas aimer quelqu'un qui ne dépend pas d'eux. Avec l'âge, on voit combien les relations reposent sur des attentes implicites. Les briser, c'est souvent devenir illisible pour l'autre. La liberté intérieure devient un espace trop vaste. La solitude des éveillés n'est pas une fermeture, c'est un sanctuaire où l'on continue de grandir. Il y a, dans tout ce que nous venons d'explorer, un retour tranquille vers l'essentiel. Non pas une théorie, mais une compréhension intime. Le célibat lucide n'est ni un retrait, ni un manque, mais un chemin vers soi. La solitude devient alors un espace sacré, un lieu où l'on rencontre ses ombres, ses archétypes et où le vide se transforme en profondeur. Peu à peu, l'amour cesse d'être une quête, il devient un rayonnement. Si ces mots résonnent pour vous, sachez que d'autres avancent aussi vers cette complétude d'intérieur, loin du bruit et des attentes. Ce que vous vivez n'a rien d'anormal, c'est un éveil. Comme le disait Jung, ce que l'âme cherche, ce n'est pas l'amour des autres, mais la paix avec elle-même. Si cette exploration vous a parlé, je vous invite doucement à aimer cette vidéo, à la partager ou à vous abonner à Réveil Jungien pour continuer ensemble ce dialogue intérieur. Et souvenez-vous, la solitude n'est pas un vide, c'est un seuil.